salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voudrais commencer par un premier point. Je suis pas content. Helmut il est pas content parce que du coup j'ai fait une cagnotte en ligne et vous avez pas donné rien du tout. Voilà, donc du coup je suis pas très content, mais en même temps c'est pas grave puisque le projet dans lequel je me suis embarqué, quoi qu'il arrive j'irai au bout, avec ou sans aide financière. Ce que j'espère principalement c'est une aide et un soutien psychologique, à savoir que vous regardiez les vidéos, ça déjà c'est le premier truc qui serait cool. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que si chacun d'entre vous donne ne serait-ce que 1 euro, ben ça va permettre de constituer une petite somme sympa, ou même plus si vous en avez les moyens. Je réfléchis d'ores et déjà, pour les plus généreux d'entre vous, à vous envoyer, alors j'avais pensé aux 10 plus généreux, vous envoyer un petit cadeau de remerciement bien sûr, et puis pour les autres qui auraient donné dans une certaine limite, alors 40, 50, je ne sais pas, préparer un autre petit cadeau, un peu plus petit quand même, mais pour vous remercier. Donc si jamais le cœur vous en dit et que vous avez la possibilité de le faire financièrement, je ne veux pas vous forcer la main, mais je vous invite à faire un petit don pour que le projet puisse avancer, que vous ayez un petit cadeau, et puis surtout que les projets soient de plus en plus complets, de plus en plus complexes, et sympas à suivre aussi pour vous, et à moi à produire de mon côté. Je vous rappelle que je ne suis qu'un simple amateur sur YouTube. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais évoquer avec vous. Deuxième point, et puis après on va se lancer dans le vif du sujet. Où est-ce que je l'avais mis? Voilà, il est là, mon deuxième point. Le deuxième point, c'est le nombre d'abonnés sur ma chaîne qui, depuis le début de l'année 2024, n'a cessé d'augmenter. On a 21 personnes en plus qui se sont jointes à la chaîne, et ça c'est super cool. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement les vidéos, je vous invite à vous abonner. C'est très important pour les stats de la chaîne, je ne vais pas vous le cacher. Et puis aussi à laisser un j'aime si vous aimez les vidéos, un j'aime pas si vous n'aimez pas, vous avez le droit. Et puis à laisser un petit commentaire constructif si vous avez des infos à me donner, si vous voulez être un peu complémentaire par rapport à ce que je vous propose. Allez, c'est parti, parce que je papote, c'est toujours comme ça avec moi, vous me connaissez à force. On va remonter tout en haut, je n'avais pas anticipé, mais ça vous permet de voir que on n'en a pas pour très long aujourd'hui sur cette vidéo, pour ce deuxième épisode. Mais quand même, c'est important que je vous mette dans le bain et que moi je me remette et que je m'imprègne encore plus de ce qu'il va y avoir à venir le 1er juin prochain, en 2024, donc cette année, 1er juin, lors de la journée roulage à laquelle on va participer, mon frère et moi. Donc, le livret du pilote, puisque nous ne sommes pas des vrais pilotes, mais c'est toujours sympa de le voir écrit comme ça, pour préparer son roulage, préparer sa journée de roulage. Donc, une journée de roulage, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une course automobile, c'est juste un plaisir qu'on se fait d'aller rouler sur circuit, de pousser un petit peu les performances de sa voiture, mais on n'est pas là non plus pour faire de la compétition, se mettre en danger ou mettre les autres en danger. C'est vraiment pour le plaisir de rouler sur un circuit et d'avoir quelques libertés qu'on ne pourrait pas avoir sur route ouverte, avec notamment les techniques de pilotage, etc. Ça c'est plutôt intéressant. Alors, première page de ce petit formulaire et de ses indications. Donc, cher pilote, pour les dames, cher pilote pour les messieurs, nous allons bientôt vous accueillir sur l'autodrome de Linas-Montlhéry dans le cadre d'un événement grand public. C'est ce que je vous disais, donc rien de professionnel là-dedans. Afin de préparer votre visite, nous vous adressons ce livret du pilote qui reprend les informations générales pour profiter au mieux de votre roulage. Si toutefois une information venait à vous manquer, nous restons à votre disposition. À très bientôt sur l'autodrome. En parlant d'informations qui viendraient à manquer, j'en ai profité pour leur envoyer déjà un premier mail. Alors, comment venir? Ça, je vous laisserai mettre pause si ça vous intéresse. Vous avez toutes les coordonnées GPS, comment vous rendre à l'événement, comment vous rendre au circuit de l'autodrome de Linas-Montlhéry, si ça vous tente. L'équipement du pilote, sauf parade. Il n'y a pas besoin d'équipement pour la parade en fin de journée en elle-même, puisqu'on roule à allure très raisonnable, 30 km/h, 50 km/h maxi en fonction de la circulation, puisqu'on est très nombreux sur le circuit au moment de la parade. Elle est véritablement là pour ça. Par contre, pour le roulage, il est inutile de rappeler que le sport automobile est dangereux. Évidemment, d'où ce livret. J'ai reçu aussi d'autres documents à consulter que je ne vais pas vous présenter parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément utiles
pour une vidéo YouTube. Mais voilà, voici les plus importantes. Donc un équipement de sécurité adapté est nécessaire. Mon casque doit être homologué et comporter l'étiquette, comme on peut le voir sur la droite de l'écran, il y a donc une étiquette qu'on retrouve sur son casque qui donne les informations d'homologation du casque. Donc norme européenne E02, E03, E04 ou norme française NFS. Au début, j'ai eu très peur du casque qu'on m'a offert à Noël. Alors, j'en ai pas eu très peur parce que, voilà, il est très beau, il me plaît énormément. Je vais d'ailleurs vous le montrer rapidement. Hop. Voilà, donc, mon casque, qui est un casque jet, sur lequel j'ai fait apposer le logo de mon crew avec les copains quand on fait de la simulation automobile. Et puis, à l'arrière, je me suis amusé à faire un petit sticker Helmut avec le logo YouTube et le QR code qui mène directement à ma chaîne. Et puis ici en bas, on voit une toute petite étiquette. Cette petite étiquette, c'est celle qui comporte les normes, justement. Et moi, j'ai une norme ECE 2206. Ce qui m'a fait très peur au début, parce que je ne voyais pas, dans le document que vous avez sous les yeux, ECE 06, il n'y avait rien qui y ressemblait. En revanche, moi, je suis donc en ECE 2206 et je vois ici en tout petit norme 2205. 2205, a priori, c'est moins bien que 2206, ce qui voudrait dire que mon casque est aux normes. Je pense que c'est le cas. Je leur poserai quand même la question pour être sûr. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Je serais curieux de le savoir. Et du coup, donc mon casque est un casque jet. Donc les casques jet sont autorisés pour les véhicules qui sont fermés. Donc tout casque autorisé, dont casque jet. Donc la Celica est un véhicule fermé, ce n'est pas une décapotable. Il y a un pare-brise, donc je rentre dans cette catégorie-là. Mon casque, lui, est un casque jet, donc ouvert sur le devant. Certains casques moto donc, sont intégrales et viennent courir ici sous le menton pour vous protéger. Ce casque que j'ai là, merci encore à ma famille pour ce super cadeau de Noël parce que franchement il est magnifique. Je l'ai custom le plus proprement possible et je suis vraiment satisfait du résultat. Ce casque jet a une petite particularité bien sympa, c'est qu'on a les lunettes pour le soleil. Ça c'est bien, donc j'ai plus qu'à monter avec Tom Cruise dans un avion, un jet à réaction, je suis paré. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment super, je suis très content. C'est un premier équipement non négligeable. J'ai les chaussures, il ne me manquera plus qu'à m'acheter des gants. Et puis, vous allez le voir un petit peu plus loin. Il y a d'autres choses qu'il faut respecter pour la tenue vestimentaire. Je vous en avais déjà parlé lors du premier épisode. J'oublie le casque de grand-père. Donc les casques comme celui-ci, qui ne sont pas une protection, hein, clairement pas. La bombe de cheval, parce que c'est pas adapté, c'est pas le même design, le même dessin, et la protection n'est pas la même. Et puis le casque de vélo, puisque comme son nom l'indique, c'est un casque de vélo, pas un casque de moto ou un casque pour l'automobile. Je porte des manches longues et un pantalon même s'il fait chaud. Short, t-shirt, c'est mort, c'est normal, il faut se protéger un minimum. Je vous dis, si j'ai les moyens, je m'achèterai une combinaison, c'est mieux et puis c'est plus classe. Si je n'en ai pas la possibilité financière, c'est pas grave, j'aurai largement de quoi m'habiller. Je vais prendre des vêtements de rechange pour être au frais lorsque on sera en dehors du roulage, pour pouvoir remettre un short, un t-shirt, surtout s'il fait chaud comme au Japan Car Festival de l'année dernière. Et rien ne m'empêche, avant d'aller sur le circuit, de mettre un coup de clim après avoir démarré la voiture pour faire rentrer un petit peu de fraîcheur dans la bagnole, et de couper la clim au moment où on va entamer le roulage, puisque le compresseur de clim, ça mange un petit peu des performances de la voiture, et ce serait quand même dommage de se priver de tout le potentiel que la Celica a à offrir, même si ça reste un petit coupé sportif, autant en profiter au maximum. Si mon véhicule est de type compétition, etc., ça, si ça vous intéresse, je vous laisse mettre pause et le lire. Moi, mon véhicule n'est pas de type compétition, donc je ne suis pas concerné par cette partie-là du document. Équipement du véhicule. Oui, parce que le pilote doit s'équiper, mais le véhicule doit l'être un minimum aussi. En l'occurrence, conducteurs et passagers sont ceinturés. Crochet de remorquage, j'en ai un à l'avant, comme c'est demandé, et également à l'arrière sur la Celica. Éventuellement, je changerai le crochet de remorquage par un crochet de remorquage un peu pimpé, parce que ça peut être sympa, mais on n'en est pas encore là. Là aussi, c'est des questions financières.
et pour l'instant c'est pas prévu, j'ai d'autres dépenses à faire. Mon véhicule est à usage routier et possède un titre de circulation, une carte grise, et il est tout à fait apte à rouler sur la route. Mon véhicule est de type compétition, c'est pareil, je vous laisse lire si ça vous intéresse, je ne suis pas concerné. Mon véhicule respecte les normes de bruit en vigueur, 95 décibels maxi, 105 c'est pour les véhicules de collection, moi c'est pas le cas. Donc 95 décibels maxi, ça veut dire que sans chicane, je ne sais pas si je fais plus de 95 décibels, moins de 95 décibels. Il va donc falloir, je pense que je vais faire dans un premier temps à l'aide de mon téléphone avec une application de sonomètre, que je fasse quelques essais pour voir. Si je m'aperçois que je suis à 80 avec une bête application, c'est qu'a priori je dépasse pas les 95. Si j'ai le moindre doute et que je m'approche de cette valeur, il faudra que je trouve un sonomètre adapté pour pouvoir prendre une mesure plus précise. Si jamais sans chicane je fais trop de bruit, ben je mettrai la chicane. Le plaisir sera un petit peu diminué, mais ça n'empêchera malgré tout pas de profiter de l'événement. Je vous le rappelle, le 1er juin prochain. Mon véhicule est obligatoirement équipé de pneus de série, pneus slick interdits. Qu'est-ce qu'on appelle des pneus de série? Je vous fais un petit point très rapide. C'est voilà le deuxième onglet que je m'étais ouvert, que j'avais préparé. Tout à gauche de votre écran, vous avez des pneus de compétition, mais ce sont des pneus pour la pluie. Pour permettre d'évacuer l'eau, bien sûr, et éviter que la voiture ne glisse trop sur la piste. Ça, j'y ai pas le droit. Le deuxième, en partant de la gauche, ce sont des pneus slick. C'est la même chose que les premiers que je vous ai présentés, mais qui, eux, sont dédiés aux pistes sèches. L'entièreté de la bande de roulement est en contact avec la route, et donc vous avez une tenue de route de ouf avec ça, c'est génial, mais c'est pas adapté pour une journée de roulage amateur. C'est dangereux si vous tenez trop bien la route, dans un sens, surtout quand on n'est pas pilote et qu'on n'a pas l'habitude. Donc ces pneus-là sont interdits également. Le troisième, c'est un pneu semi-slick. C'est celui-ci sur lequel j'ai un doute. Les pneus semi-slick, en théorie, sont adaptés à un usage routier. Ils sont autorisés sur la route. Si vous vous faites contrôler, ces pneus ne poseront pas de problème lors du contrôle. Vous avez le droit de rouler avec. J'en déduis que j'ai le droit de participer à la journée de roulage avec des pneus comme ceux-là, semi-slick, qui ont une surface d'accroche sur le bitume qui est quand même plus importante que des pneus route classiques, mais qui permettent une évacuation de l'eau et une évacuation de la chaleur. Je pense que j'ai le droit. J'ai envoyé un mail à l'organisateur pour leur poser la question, puisque comme je dois changer les pneus sur la Celica, ce qui va me coûter un bon billet là aussi, je voudrais acheter des pneus adaptés à la journée de roulage et ne pas me retrouver à acheter des pneus qui ne conviendraient pas. Et puis enfin, tout à droite, vous avez les pneus route classiques tels que vous les connaissez sur la voiture de tous les jours, la voiture de monsieur et madame tout le monde, avec donc une surface d'accroche au sol qui est suffisante sur du sec, et un dessin de pneus, un motif qui est vraiment adapté à l'évacuation de l'eau sur route mouillée, éventuellement un petit peu de la neige aussi, qui permet donc d'avoir une tenue de route adaptée dans toutes les circonstances, qu'il se mette à pleuvoir ou que vous soyez sur du sec. Voilà, pour le point sur les pneus, donc j'ai posé la question concernant les semi-slick qui se trouvent ici en 3e position. J'aimerais bien monter des pneus comme ça sur la Celica, ça apporte un petit peu plus de performance. Sur le mouillé par contre, quand il pleuvra, certes ils évacuent l'eau, mais il faudra quand même faire plus attention, je pense qu'ils tiennent peut-être un peu moins bien la route que des pneus route adaptés. On retourne sur ma page principale, on va passer donc au point suivant qui sont les caméras, hop, ici. Les caméras de type GoPro qui sont interdites à l'extérieur du véhicule. Caméras type GoPro, c'est des caméras d'action comme ça, qui en règle générale ont une coque de protection autour quand vous la posez sur votre véhicule, avec un support bien souvent, une ventouse, et donc des objets qui potentiellement peuvent tomber si jamais ils se décrochent sur le circuit et être dangereux pour vous ou pour les autres. Je n'embarque qu'un seul passager avec moi. Dans la Celica, avec casque obligatoire, s'installer à l'arrière, il n'y a pas de place. Donc de toute façon, ça sera le conducteur avec son passager juste à côté, qui lui aussi doit être équipé d'un casque, bien entendu, et avoir à minima 18 ans, puisque les mineurs ne sont pas autorisés, sauf pour la parade, en toute fin de journée, où là, en effet, n'importe qui peut monter dans la voiture, on peut être à plus de 4 personnes, enfin 4, on peut être à plus que 2, pardon, dans la voiture, et c'est véritablement juste un petit tour pour la parade, quoi, pour
pour faire bien, pour présenter ces nombreux véhicules au public qui est venu assister donc à l'événement. Je suis le seul responsable de mes passagers et accepte les risques encourus par la présence d'une personne à mes côtés. Donc s'il y a quelqu'un à côté de vous qui fait le bazar et qui vous perturbe pendant la journée de roulage, bah, c'est pas le but non plus. Donc on est responsable du fait qu'il mette sa ceinture, on est responsable du fait qu'il ne fasse pas n'importe quoi. C'est bien normal. C'est comme dans la vie de tous les jours. Vous prenez votre voiture, quelqu'un monte avec vous, il veut pas mettre sa ceinture, bah en théorie vous partez pas, parce que s'il ne met pas sa ceinture et que vous faites contrôler, c'est pas lui qui va prendre, c'est vous en tant que conducteur. C'est à vous de veiller à ce que votre voiture, avant de prendre la route, soit dans les conditions adaptées pour prendre la route. Enfin, je n'ouvre pas les vitres latérales de plus de 5 cm. Bon, ça permet d'avoir un passage d'air dans la voiture pour ne pas avoir trop chaud le cas échéant. Je pourrais toujours mettre la clim avant d'aller sur le circuit, donc pour rafraîchir l'habitacle avant de tourner. Mais du coup, on ne peut pas ouvrir en grand ces fenêtres, c'est bien normal. Et surtout, le passager ne doit pas passer les mains ou les bras par les fenêtres. On n'est pas à Disneyland Paris ou au parc Astérix à faire une attraction. Youhou, c'est trop bien. Surtout que même dans les parcs d'attractions, en général, vous n'avez pas le droit de lever les mains. Bon, bref, c'est un autre détail. Les assurances et papiers nécessaires. Alors ça, on a un autre document que je ne vais pas vous présenter parce qu'il est relativement long et un peu plus complexe. On rentre dans des détails qui ne sont pas très intéressants, on va dire. Donc, je suis titulaire du permis de conduire, en cours de validité le jour de l'événement. Je ne suis pas sous le coup d'une suspension de permis de conduire. Évidemment, il faut être autorisé à rouler. Je possède le certificat d'immatriculation, la carte grise, ou passeport technique si véhicule de compète. Obligatoire. J'insiste sur ce point, j'insiste pour moi-même, parce que c'est un point qui fait un peu peur. Lui, il est relatif à cet autre document dont je vous parlais, qui fait un petit peu peur, parce que bah, forcément, on est responsable aussi, on doit être responsable, donc on complète et on signe la décharge de responsabilité, et puis on assume personnellement tout dommage qu'on pourrait occasionner sur le circuit durant la journée de roulage, que ce soit aux biens ou aux personnes. Je rebondis là-dessus pour évoquer un point qui n'est pas noté dans ce document, qui l'est dans un autre, concernant l'assurance. Alors, votre assurance voiture, si vous voulez faire un roulage, peut, dans certains cas, prendre en compte une journée de roulage et vous permettre de faire ponctuellement une journée de roulage et vous assurer dans ces conditions-là. Pas toutes. Celles qui ne le proposent pas, c'est pas très grave, puisqu'il existe donc des assurances qui vont vous assurer, moyennant 20 ou 30 euros, une assurance adaptée à cette journée de roulage, donc pour toute la journée, et qui prendra en charge les dépenses financières liées à un potentiel accident, qu'il soit envers les personnes ou envers les biens du circuit. Donc, toujours penser à se renseigner, à prendre l'assurance adéquate pour ce type d'événement, en espérant qu'il ne nous arrive rien avec mon frère ce jour-là, que tout se passe pour le mieux et qu'on n'ait pas besoin, même si j'ai dépensé un peu de sous pour l'assurance, qu'on n'ait pas besoin de faire appel à cette assurance. Parce que j'ai regardé un petit peu sur l'autre document ce qu'il en était des dommages causés. Si vous n'êtes pas assuré et que c'est tout pour votre pomme, une barrière, un mur, etc., on chiffre vite à 2000, 3000 euros le bout de mur, le bout de barrière, et bah, ça fait très très cher. Et je ne vous en parle pas si vous causez des dommages à une personne, parce qu'une personne qui malheureusement, là encore, je croise les doigts, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, mais si vous mettez en l'air une personne et que cette personne va finir ses jours en fauteuil roulant, ça sera vous qui allez raquer toute votre vie. Donc prendre une assurance permettra à cette assurance déjà de couvrir les frais financiers voire juridiques. Et puis après, bah, il faudra assumer aussi ses responsabilités le moment venu et ne pas se défiler. L'assurance ne fera pas tout pour vous. Et si vous devez être condamné pour une raison ou une autre, ben, c'est bien normal que vous le soyez. D'où l'importance de ce point, le fait que ce soit obligatoire en majuscule. Ça fait un peu peur, ça fait toujours peur et j'ai envie de dire que c'est sain finalement d'avoir peur sur des points aussi importants. Je me fais confiance malgré tout, j'ai déjà fait quelques journées, alors pas de roulage sur piste, mais j'ai déjà fait quelques initiations piste ou terre sur circuit avec un instructeur.
j'ai respecté les consignes qui m'étaient données, tout s'est très bien passé, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal lors de l'événement. Page suivante, quelque chose d'un peu plus léger, même si c'est important, très important quand même, c'est le règlement des drapeaux. Vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont suivi mes courses sur Gran Turismo en ligne. Le drapeau jaune agité signifie qu'il faut réduire sa vitesse, qu'il est interdit de doubler et qu'il faut se tenir prêt à changer de direction. C'est tout simplement parce qu'il y a un danger sur le bord ou sur une partie de la piste. Alors ça peut être un objet qui est tombé, enfin plutôt en principe on n'est pas censé avoir d'objet qui tombe puisqu'il n'y a rien sur la voiture, donc rien n'est susceptible de tomber, mais ça peut être je sais pas moi, une branche d'arbre, un bout de plastique d'une voiture qui est tombée sur la piste, etc. Pas forcément grand chose, mais voilà, il faut se tenir prêt, on ralentit, on se prépare à un éventuel danger sur la piste. Double drapeau agité. Alors ça, je connaissais pas. On reste sur du drapeau jaune, donc. Il faut pour cela réduire sa vitesse, ne pas dépasser et être prêt à changer de direction ou à s'arrêter. Un danger obstrue totalement ou partiellement la piste et donc les dépassements sont interdits entre le premier drapeau jaune et le drapeau vert qui sera ensuite déployé. Drapeau vert déployé, c'est celui qu'on va voir après, c'est celui qu'on aime bien en règle générale. C'est une fin de zone neutralisée ou durant un tour pour indiquer un retour de la piste à son état d'origine et que donc on peut repartir en respectant les règles de sécurité et le règlement donné au départ, mais on peut repartir normalement pour la suite de son roulage. Drapeau rouge, lui, il est présenté uniquement sur ordre du directeur de course. Lorsqu'il devient nécessaire d'arrêter une séance d'essai ou même la course en elle-même, là on ne sera pas sur une course, on sera sur un roulage, mais on va quand même se tirer un petit peu la bourre, mine de rien, c'est le but aussi de se faire plaisir. Donc voilà, tous les dépassements sont interdits en condition de drapeau rouge, les voitures réduisent immédiatement leur vitesse et se dirigent lentement vers la voie des stands. Donc on rentre au stand, s'il y a la possibilité de repartir, tant mieux, s'il n'y a pas la possibilité, eh bien, tant pis, c'est la fin de cette séance-là de roulage en espérant que les autres dans la journée puissent reprendre. Drapeau jaune à bande rouge verticale, je ne le connaissais pas celui-là et à force de lire le texte, j'ai fini par comprendre à quoi il correspondait. Donc, il avertit les concurrents d'une détérioration de l'adhérence sur la piste dans la zone en aval du poste au maximum pendant 4 tours. Il est présenté accompagné d'une main levée vers le ciel pour indiquer le début d'une averse. Et oui, parce que s'il se met à pleuvoir, vous perdez en adhérence, vous étiez sur le sec jusqu'à maintenant, vous allez vous retrouver sur une chaussée mouillée. Donc il est bon de le savoir et de faire attention puisque l'adhérence va être réduite. Donc il faut adapter sa vitesse et son comportement. Drapeau bleu agité. Le drapeau bleu signifie que quand vous voyez un drapeau bleu, ça veut dire que derrière vous, il y a quelqu'un qui arrive et qui est beaucoup plus rapide. Donc il faut céder le passage à une auto plus rapide qui est juste derrière vous et qui s'apprête à vous dépasser. Et dans les meilleures conditions, si c'est possible, de faire un signe. Alors en général, on met son clignotant ou ses warnings. On se décale sur le côté de la piste, le bord le plus proche duquel on était. Et puis on laisse passer la voiture, on la laisse doubler pour qu'elle puisse continuer, elle, son roulage dans les meilleures conditions. Et que vous puissiez reprendre derrière sans avoir le stress et la pression de quelqu'un derrière. Drapeau blanc agité, ça c'est l'inverse. Le pilote un pilote risque de rattraper un véhicule beaucoup plus lent sur la portion de piste contrôlée par ce poste et être sérieusement gêné. C'est-à-dire que le drapeau blanc est à destination, lui, de la voiture la plus rapide pour lui signifier attention, devant il y a un véhicule plus lent qu'il va bientôt falloir doubler, drapeau blanc agité. Logique. Drapeau noir à disque orange. Celui-ci, je ne le connaissais pas et je suis content d'avoir appris ce drapeau. Lui, il indique en fait au pilote concerné, le pilote désigné, qu'il a des ennuis mécaniques susceptibles de constituer un danger pour lui-même ou pour les autres pilotes. Une perte de liquide, huile, liquide de refroidissement, un bout de plastique ou la ligne d'échappement qui s'est décrochée et qui frotte au sol. Enfin voilà, tout un tas d'éléments qui pourraient potentiellement être dangereux et qui sont liés à une avarie mécanique du pilote désigné par le drapeau noir à disque orange. Et puis enfin le drapeau à damier, celui-là en général il est cool, il informe le pilote que on arrive à la fin de la séance.
C'est pas un drapeau qui indique attention dernier tour, foncez comme des malades. Non, au contraire, c'est un drapeau qui indique qu'on arrive à la fin de la session de roulage et que donc on va faire un dernier tour de refroidissement pour la voiture et pour le pilote. On réduit déjà sa vitesse, on y va un petit peu plus tranquillou et on laisse la mécanique et le pilote reprendre ses esprits. Plan du circuit. Alors, on va essayer d'être un peu rapide. Le circuit, je vous le présenterai plus en détail plus tard. Donc, on a l'emplacement des différents parkings, participants. Ça sera mon cas. Après, il y a les parkings visiteurs, bien sûr. L'accès donc pour les participants, l'accès des secours, la longueur de la piste est de 3 km 405. Représentation sur le plan, donc le tracé gris foncé, c'est le tracé que nous allons emprunter lors de la journée de roulage. Le gris clair, c'est l'anneau historique de l'Inas Montlhéry, c'est pas celui sur lequel je vais rouler. Le revêtement sur la partie anneau de vitesse, donc on a une petite partie ici côté nord-est et une petite partie ici côté sud-est. Donc cette partie-là, elle est en béton. Et le reste du circuit, lui, est en bitume, comme sur la route. Donc, il peut y avoir potentiellement, il y aura de toute manière, un léger changement d'adhérence entre les deux surfaces. Il faut s'en méfier aussi, c'est bon de le savoir. Le départ, il se fait... Le départ, voilà, c'est toujours pas une course, mais le roulage, lui, commence au niveau de la ligne des stands, face aux tribunes. Et puis donc on part dans ce sens-là, avec notamment le virage des deux ponts ici, qui ne sera pas simple à négocier, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Le virage de la ferme, la chicane du Club 14. Ici on a un autre virage très compliqué du Faille. Lui me fait un peu peur, mais bon, en principe ça devrait bien se passer si on n'y va pas comme des fous furieux. Et puis il y a un beau dégagement avec bac à sable derrière au cas où. Ensuite, on a un bout de ligne droite qui sera le bout de ligne droite le plus adapté pour moi pour faire une vitesse de pointe, entre guillemets, puisque je n'ai pas le droit de dépasser les 150 km/h, tout comme les autres participants. On est tous limités à 150 km/h de vitesse max, ce qui est déjà très très bien en soi, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Je pense que c'est le seul endroit où on aura une petite chance d'atteindre ces vitesses-là. On a ensuite la double chicane nord. Celle-ci, elle n'est pas évidente non plus à négocier, mais elle est là pour casser la vitesse et pour pouvoir attaquer le bout d'anneau de vitesse qui suit derrière dans des conditions de sécurité optimales, avec l'entrée au beau milieu de l'anneau d'une deuxième chicane, la chicane Est. Donc on a une partie béton, une toute petite partie bitume et de nouveau de la partie béton, puisqu'on reprend la suite de l'anneau jusqu'à la chicane Sud, qui elle permet de casser aussi la vitesse avant d'arriver dans la ligne droite qui est équipée elle aussi d'une dernière chicane. Cette chicane étant une chicane mobile, elle n'est pas physique avec des vibreurs au sol, c'est des cônes qui sont disposés de sorte à forcer les pilotes à ralentir, et pour des raisons de sécurité, puisque si on partait depuis la chicane sud, qu'on remettait le pied dedans et qu'on allait jusqu'en bout de ligne droite, le virage des deux ponts étant relativement dangereux, bah ça permet de casser la vitesse. On a une moins grande ligne droite que sur la ligne droite opposée. Et du coup, on peut mieux anticiper son freinage pour le virage au bout. Et puis, cette chicane, je pense aussi, a un but pour les spectateurs, puisque les voitures ralentissant, les tribunes étant juste devant cette chicane, ça permet aussi aux spectateurs de voir un petit peu plus le spectacle, de suivre un petit peu plus ce qui se passe. C'est quand même plus agréable pour eux. Ensuite, on a les derniers points. Donc, grillage de protection permanent, donc ils sont symbolisés ici en bleu. Il n'y en a pas partout, mais il y a des endroits où on a des dégagements suffisants et pas de public. Donc, c'est moins dangereux que de ne pas avoir de grillage de protection. Les postes des commissaires de course donc, sont à des endroits stratégiques afin d'agiter les drapeaux en fonction de la situation s'il y a besoin d'agiter des drapeaux. Et il y a 2 personnes sur chaque poste. Et puis enfin, le poste du directeur de piste, qui lui se trouve ici au niveau de la tour de contrôle, sur laquelle j'ai eu la chance de monter lors du dernier Japan Car Festival pour faire de belles images. Et puis on a ici donc le poste de secours médical, évidemment. On va passer donc à, je crois que c'est la dernière page, avec donc comment bien préparer sa journée de roulage. Donc
Pour s'y rendre déjà, lors de notre arrivée, il va falloir donc se présenter au bâtiment 1924 Village des Pilotes avec ses papiers et puis pour pouvoir récupérer ses goodies et stickers. Avec donc, il faut se présenter avec donc son permis de conduire, la décharge de responsabilité pour l'organisateur, le casque homologué en bon état, la combinaison 6 véhicules de compète et un check du véhicule. Donc on va vérifier que vos ceintures fonctionnent bien, que vous n'ayez pas de fuite. Alors ils mettent d'huile mais de quelque liquide que ce soit de toute façon, le serrage de vos roues, etc. Et dernier point pour pouvoir faire au mieux, préparer au mieux cette journée du 1er juin de roulage, j'ai posé jour de congé le vendredi précédent, j'ai posé jour de congé le lundi suivant le week-end, de sorte de pouvoir être bien reposé. On va aller dans un petit logement le vendredi même, à 10 minutes à peine du circuit, ce qui permettra de faire une bonne nuit de sommeil avant le lendemain matin de n'avoir que 10 minutes de route à faire pour se rendre au circuit, ce qui est super cool, arriver frais, arriver à l'heure et pouvoir profiter au maximum de cette journée du samedi. Voilà, et puis je crois ensuite voilà, que c'est tout donc pour cette partie-là, sur les règles, le règlement à suivre et les différentes informations importantes pour une journée de roulage. Voilà, tout simplement pour en profiter. Si vous avez des informations complémentaires, si vous avez déjà fait des journées de roulage et que vous voulez apporter des petites précisions, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai les réponses. Et puis sinon, je me renseignerai parce que vous allez peut-être réussir à soulever des points qui sont importants. Si vous avez aimé cette vidéo comme les autres, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si vous regardez régulièrement les vidéos. Je vous remercie énormément également pour... alors, je vous remets la page, voilà, la page de la chaîne YouTube. On est à 191 abonnés au moment où je vous parle. Je vais même rafraîchir la page, je prends le risque. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas eu de changement entre-temps, mais c'est pas grave. Bientôt 200 abonnés. Partagez autour de vous ma chaîne pour les gens que ça pourrait intéresser. Participez à la cagnotte si vous en avez la possibilité. Vous retrouverez le lien dans chaque description de vidéo du Japan Car Festival, de cette playlist créée spécialement pour l'occasion. Vous aurez également la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ils sont dédiés à Helmut Patator. Donc ils sont vraiment là que pour ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 qui arrivera d'ici quelques jours sur la chaîne. Restez connectés. Salut la copinade!